Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce direct du droit dédié à l'acquisition et à la cession d'entreprise. Je me présente, je suis Myriam Nicas, responsable marketing et communication des métiers du droit d'Inextinso et plus particulièrement pour Inextinso Avocat. Je serai votre madame loyale ce matin. Donc, à ce titre, je vous invite à désactiver vos micros et vos caméras. Normalement, elles sont désactivées, mais les micros, non. Au niveau de la logistique, de l'organisation de cette émission, vous pourrez poser vos questions dans le chat et à chaque fin de question qui aura été traitée, parce qu'aujourd'hui, on a 11 questions qui ont été posées dans les formulaires d'inscription. Donc, les questions que vous souhaitez poser complémentaires seront traitées à la fin de chaque question qui aura été traitée par nos intervenants. Et si dans le temps imparti, il y a des questions qui n'auront pas pu être traitées, nous nous engageons à vous recontacter soit par mail, soit par téléphone pour y répondre en direct avec vous. Rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe Inextinso, je vais présenter notre groupe. Donc, Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil en France aux TPE et PME. Qui dit leader, dit 110 000 clients, 250 agences réparties sur l'ensemble du territoire national, 5 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Inextinso, c'est un accompagnement à 360 degrés du chef d'entreprise. Outre notre spécificité en expertise comptable, nous accompagnons le chef d'entreprise depuis la création de sa structure avec Pincé, en passant par l'externalisation de sa fonction finance, la gestion de ses payes, notamment avec Inextinso Social, le conseil en fusion-acquisition avec Inextinso Finance et Transmission. Nous avons aussi une spécialisation en accompagnement des acteurs du privé, du public, de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons également le chef d'entreprise dans sa vie personnelle avec l'optimisation de sa stratégie fiscale avec Inextinso Patrimoine. Et qui dit expertise comptable dit aussi service juridique. En 2015, Inextinso s'est doté d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires avec Inextinso Avocat. Je vais couper le micro d'une personne. Oui, un peu. Voilà, je pense que c'est fait. Alors, pour revenir à la présentation, le service juridique d'Inextinso, c'est aujourd'hui aussi le leader en France. On a 450 personnes dans nos équipes, 80 agences, pareil, réparties sur le territoire national. Parmi ces équipes juridiques, on a 9 cabinets d'avocats qui sont dirigés par 20 avocats associés. Ce service juridique leader nous permet d'accompagner nos clients de toute taille de structure et dans de nombreux domaines d'expertise en droit. Alors, notre droit historique, c'est le droit des affaires, droit des sociétés, mais également droit fiscal, droit social. Et nous avons également des expertises en droit un peu plus spécifiques, comme le RGPD, la propriété intellectuelle, l'environnement, l'immobilier, le droit international et d'autres domaines de droit que vous voyez affichés à l'écran. Ce qui nous permet d'accompagner nos clients à la fois en contentieux et en conseil. Je vais maintenant laisser nos intervenants se présenter et laisser la parole à Muriel qui va commencer. Bonjour à tous, donc moi je suis Muriel Forest, je suis de formation avocat, j'ai rejoint Inextinso en 2000, donc ça fait maintenant pas mal d'années, donc au sein des services juridiques, d'abord en Alsace et maintenant en Rhône-Alpes. Je suis donc associée et je suis la présidente du comité juridique national qui, avec le référent juridique Kiljour, vous avez peut-être entendu à l'occasion de précédents directs du droit, anime donc la communauté des juristes Inextinso avec le maillage que Myriam vous a décrit à l'instant. Voilà. On va peut-être présenter Juan. Ah, Juan, on ne t'entend pas. Tu as coupé ton micro. Ah, voilà, c'est Voilà, mieux. Est-ce que tout le monde m'entend? Je disais donc à tout le monde merci d'avoir participé et de participer aujourd'hui à ce direct du droit. Donc, je suis Juan Garcia, je suis avocat associé
au sein de Inextenso Hauts-de-France. J'interviens en droit des sociétés, corporate autrement dit, mais pas que. J'interviens aussi en commercial et en droit des contrats. Je pratique tant le conseil que le contentieux au sein de mon cabinet. On se nourrit dans le cadre de notre conseil des dossiers contentieux que nous traitons au quotidien. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on va vous parler effectivement aujourd'hui de la cession et de l'acquisition d'entreprise. Est-ce qu'on passe aux questions tout de suite, si tu veux bien, Myriam? Première question, oui, pardon. Que peut-on vendre et comment anticiper, préparer une bonne cession? Oui, alors merci déjà pour toutes vos questions. Le sujet donc de la transmission et donc de la cession et de l'acquisition de l'entreprise amène à réfléchir d'abord à cette première question par laquelle on a choisi de démarrer. Que peut-on vendre et comment anticiper? Pour, j'allais dire, introduire le sujet et vous expliquer un petit peu comment on va répondre à vos questions, on a choisi avec Juan de finalement traiter le sujet de manière chronologique par rapport à une opération de cession ou d'acquisition qui se déroulerait pour que notre propos soit, j'allais dire, plus facile à suivre. Le sujet est vaste. Je regardais dans les questions que Myriam avait recueillies. L'une d'entre elles me semblait synthétiser un petit peu tout le sujet. L'un d'entre vous a posé: que faut-il savoir lorsque l'on veut céder son entreprise? Ça me semblait être un bon résumé de tout ce qu'on va essayer de vous expliquer ce matin. Le sujet est vaste, donc on va être obligé d'une part d'être synthétique, bien sûr, mais également de choisir certaines options pour, j'allais dire, donner nos explications. On ne pourra pas répondre à toutes les questions qui se posent puisque chaque opération a ses spécificités. Alors, les maîtres mots quand on veut céder ou acquérir une entreprise, c'était clair pour Juan et moi qu'il convenait de vous dire que c'est l'anticipation et la préparation. On va donc démarrer par tout ce qui est anté-opération pour pouvoir vous expliquer comment il est important d'être attentif à tous ces travaux préparatoires. Et effectivement, les premières questions, donc j'en reviens à la slide, c'est que peut-on vendre, comment anticiper, que cède-t-on et qui va céder? Lorsqu'on est chef d'entreprise et qu'on se pose la question de la transmission, très vite va venir la question de la cession de titres ou la cession de fonds. Donc, pour ceux qui ont déjà approché la matière, vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qui vont orienter la décision. Lorsqu'on cède un fonds de commerce, on cède un actif. Lorsqu'on cède des titres, et donc la société dans son intégralité, on va à ce moment-là céder des actifs et des passifs. On verra comment on traite à ce moment-là l'opération. La deuxième question qui peut se poser, c'est qui cède et comment on prépare qui vont être les cédants. La détention d'une entreprise peut se faire directement par une personne physique qui détient les titres et qui va les céder. Elle peut aussi se faire via une structure déjà constituée holding, donc à savoir ce que l'on cède. Est-ce qu'on cède la holding et du coup la filiale, ou est-ce que l'on cède uniquement la fille? Et lorsqu'on est dans le cadre d'une détention par personne physique, est-ce qu'il est pertinent en amont de réfléchir à des schémas d'apport à une structure holding avant cession ou à des schémas de transmission qui vont nous amener à réfléchir dans un schéma plus intrafamilial pour que l'opération puisse, au-delà de la cession, se coupler avec une opération de transmission familiale. Donc tout ça, ce sont déjà beaucoup de questions qui donc supposent en amont une réflexion avec le chef d'entreprise
pour préparer cette acquisition. Et de la même manière, le pendant, lorsqu'on est acquéreur, c'est de réfléchir avec son conseil sur la cible telle qu'on l'a définie, donc là au corps, le fonds ou les titres, et la façon dont on va acheter. Est-ce qu'on achète seul? Est-ce qu'on s'adosse avec un autre associé, avec un fonds éventuellement d'investissement? Tout ça se prépare en amont, puisqu'on ne peut pas arriver au moment où on va signer un protocole, et Juan vous donnera le détail des éléments sur cette rédaction de protocole. On ne peut pas arriver au protocole sans avoir en amont préparé et répondu à toutes ces questions. Voilà, Myriam, pour ce premier sujet. Premier sujet. Parfait. Nous n'avons pas de questions, donc on va passer à la deuxième. Comment sécuriser les informations à transmettre? Alors, merci Myriam de rappeler cette question qui peut d'ailleurs être un peu raccrochée à la troisième question que j'exposerai dans le second temps. Alors, tout à l'heure, vous indiquiez, Muriel, que les maîtres mots d'une session d'entreprise, d'une bonne session d'entreprise comme une bonne acquisition d'entreprise, c'est préparer et anticiper. Et j'ajouterais à ça, être bien accompagné, en tout cas savoir s'entourer des sachants quand on n'est pas suffisamment aguerri à ce type d'opération. Comment sécuriser les informations à transmettre? Ça passe par un élément essentiel. Vous savez que quand vous allez vous envisager de céder votre entreprise, vous avez des informations que vous allez devoir transmettre à l'acquéreur. Et l'acquéreur va vous poser un certain nombre de questions et vous demander des documents pour effectivement se forger une conviction sur l'entreprise qu'il envisage d'acquérir. Il faut encadrer les informations qui doivent être transmises à l'occasion des discussions. Et le premier document que chacun doit régulariser, c'est un accord de confidentialité, ou ce qu'on peut appeler souvent dans le jargon un NDA, pour employer les anglicismes, Non-Disclosure Agreement. Et cet accord de confidentialité, il va vous permettre effectivement déjà de sécuriser les parties dans les échanges qu'ils vont au préalable engager, surtout la transmission des premiers éléments. Et on se rend compte dans la pratique, alors sans doute pas pour des opérations d'envergure où effectivement on a un accompagnement assez encadré, mais on se rend compte que beaucoup de nos clients n'ont pas en amont de discussion prévu ces accords de confidentialité. Alors, ce n'est pas extrêmement grave dans l'absolu, on va rester très pratique et très concret, mais cela dit, c'est une sécurité qu'il faut effectivement envisager. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'il y a certaines informations qu'on va transmettre qui peuvent être plus ou moins sensibles. Et c'est important de les encadrer au travers de cet accord de confidentialité. Donc ça, c'est le premier acte que vous devrez conclure entre cédant et acquéreur, et c'est important. Je fais le lien avec la troisième question, qui est comment formaliser et sécuriser les discussions pour aboutir à l'opération. C'est le lien. Je suis navré, là, j'ai une alerte incendie. Je pense que peut-être que je passerai entre les mailles du filet. Alors, comment formaliser, sécuriser les discussions pour aboutir à l'opération? Alors, quand vous aurez signé votre accord de confidentialité, deuxième étape, c'est signer ce qu'on appelle une lettre d'engagement, une lettre d'intention, très précisément, ce qu'on appelle aussi LOI, Letter of Interest. C'est la terminologie qui est la plus employée. Cette lettre d'intention, lettre d'intérêt en bon français, va vous permettre effectivement de poser sur papier les intentions dans le cadre de cette opération. Alors, il y a plusieurs approches sur cette fameuse lettre d'intérêt et vous verrez différents professionnels vous indiquer tantôt que cette lettre d'intérêt est importante ou pas importante du tout. Alors, moi, je vais être très simple. Pour moi, en tant que bon juriste, tout échange qui intervient entre les parties est important. Et je vous dirais qu'il ne faut pas négliger cette lettre d'intention, au contraire, parce qu'elle va être effectivement un socle malgré tout important de vos discussions à venir, vous permettre soit de gagner du temps, soit d'en perdre. On se rend compte que certaines lettres d'engagement sont très sommaires. Et vous le verrez en pratique, c'est parfois un choix stratégique que cette lettre soit assez sommaire. Cette lettre peut être plus ou moins engageante, et c'est pour ça que j'attire votre attention sur la rédaction de cette lettre d'intérêt, pour la bonne et simple raison que si effectivement la lettre d'intérêt est rédigée d'une certaine manière, elle pourra valoir vente entre les parties. Et ça, c'est un aspect très important. En règle générale, la lettre d'intention, comme elle l'indique, c'est exprimer une intention des parties, et donc elle doit être rédigée de manière conditionnelle. C'est-à-dire par là, je veux dire que en fait, on va manifester une intention fondée sur différents critères, manifester son intention pour faire l'acquisition de l'entreprise.
pour le cas où, effectivement, au vu des différents audits, discussions entre les parties, on fera effectivement l'opération ou pas. Donc, elle est conditionnelle, elle va marquer un intérêt et organiser les discussions qui vont suivre ultérieurement. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur cette lettre d'intérêt? Cette lettre d'intérêt, en fait, elle peut être plus ou moins fournie, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du détail qu'on veut apporter, des discussions sur lesquelles on veut avancer ou pas. Là, je le disais tout à l'heure, stratégiquement, un vendeur voudra avoir une lettre d'intérêt qui est forcément pas forcément toujours très bien détaillée, ou d'autres occasions tout à fait le contraire. Donc, cette lettre d'intérêt, elle peut comporter la désignation des parties, bien évidemment, la cible, ça c'est important, désigner la cible dans la lettre d'intérêt pour savoir quel est le périmètre de l'opération. On va souvent donner dans la lettre d'intérêt une valorisation de l'entreprise au vu des échanges préalables que les parties ont pu avoir. Et là, je fais référence notamment à l'accord de confidentialité qui a permis justement d'encadrer au préalable la confidentialité des premiers documents qui vont être échangés. On va s'échanger bien évidemment des bilans, qui vont nous permettre effectivement de nous faire une première idée de la valeur de l'entreprise. Et donc, dans cette lettre d'intérêt, on va pouvoir donner une valeur estimée de l'entreprise au vu des documents qui nous ont été fournis. On peut également préciser un prix estimé de l'entreprise dont on veut faire l'acquisition. Ça peut être un prix provisoire, on y viendra peut-être un peu plus tard dans les questions qui ont été posées. On a des prix provisoires, un prix global et forfaitaire qu'on peut aussi prévoir dans la lettre d'intention, mais c'est là aussi un peu dangereux de s'engager sur un prix forfaitaire, mais parfois on retrouve effectivement des prix forfaitaires qui vont dépendre ensuite de différents éléments qui seront transmis entre les parties. Et puis ensuite, on prévoit généralement dans cette lettre d'intention un calendrier avec les différentes étapes des discussions à venir, des sujets qui resteront à débattre. On prévoit, et c'est là l'essentiel souvent de la lettre d'intérêt, c'est la notion d'exclusivité. Quand on signe une lettre d'intérêt, c'est pour marquer une période pendant laquelle les parties vont se consentir une exclusivité mutuelle ou pas. Mais enfin, la plupart du temps, on essaie quand même d'obtenir une exclusivité pour éviter de se retrouver dans une situation où vous allez avoir un vendeur qui va aller courir plusieurs lièvres à la fois et éviter de s'engager dans des discussions inutiles et coûteuses. Donc, la clause d'exclusivité, elle est importante, elle est assez favorable aux deux parties. Cette lettre d'intérêt va aussi exposer, je vais dire, les principales questions qui vont se poser, les conditions suspensives qu'on va, le cas échéant, en tant qu'acquéreur, vouloir poser dans le cadre de cette opération, notamment la principale clause qu'on trouve bien souvent, c'est la clause de financement qu'on va déjà un petit peu détailler dans la lettre d'intérêt. Donc déjà, dans la lettre d'intérêt, vous trouverez, si elle est plus ou moins fouillée, détaillée, les différents éléments, différentes clauses que vous retrouverez dans un protocole de cession dont on parlera ultérieurement. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la lettre d'intérêt. Ok, on va passer à la 4e question. Il n'y a pas de question chat encore. Comment déceler d'éventuels risques sur le plan comptable, juridique, fiscal, social et environnemental et conforter la valeur de l'entreprise? Alors, dans cette partie, on va aborder la question des audits. Je pense que c'est intéressant de regarder ces questions-là à la fois côté cédant et côté cessionnaire. Alors, je précise d'ailleurs d'un point de vue vocabulaire, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose, le cessionnaire, c'est l'acquéreur. C'est souvent un point qui revient dans les discussions avec les parties qui souvent sont un peu perdues par rapport à ce terme. Donc, d'un point de vue vocabulaire, voilà, sachez que le cessionnaire, c'est l'acquéreur. On a parlé depuis le début de cette présentation de l'anticipation pour identifier les risques ou les éventuelles difficultés dans le cadre d'une cession. Il nous paraît important, Arwan et moi, de vous rappeler qu'un cédant doit aussi opérer des audits de prévente. Regarder l'état de sa société, regarder d'un point de vue juridique, fiscal, social, les questions qui vont peut-être surgir justement dans le cadre du process de négociation.
Au-delà de ces aspects juridiques, fiscaux et sociaux qui sont assez classiques et qui, pour le coup, sont souvent accompagnés par notamment nos cabinets dans le cadre du suivi qu'on a d'un client et de sa société, il y a des dimensions autres qui peuvent être donc environnementales, hein, comme on l'a indiqué là dans la slide, mais également immobilières. On va avoir des structures, alors souvent ce sont des structures relativement anciennes, qui vont avoir à l'actif du bilan, par exemple, un immeuble. Et la question va se poser, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on cède uniquement l'activité? Est-ce qu'on cède l'activité et le bien immobilier? Est-ce qu'il est judicieux de céder l'ensemble comment dire, par le biais uniquement de la cession de l'entreprise, ou faut-il faire des opérations préalables? Donc, pour déceler ces risques, il est impératif de faire un état des lieux, même quand on est du côté du cédant. D'un point de vue social, par exemple, on peut citer la mise en place d'un CSE qui a peut-être été négligé ou oublié par un chef d'entreprise et qui, dans le cadre d'une cession, va supposer, bien entendu, de remettre à plat l'intégralité des process juridiques en matière sociale pour que la société présente bien une situation la plus satisfaisante possible et en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. L'un d'entre vous avait aussi posé une question, alors un petit peu touffue, mais relative à la réglementation RGPD. C'est également un axe sur lequel les travaux préparatoires d'audit de prévente doivent s'orienter pour identifier et pouvoir répondre à l'acquéreur par rapport à la mise en œuvre de ces dispositions obligatoires qui concernent l'ensemble des entreprises. Un autre point aussi qui revient souvent dans les opérations préalables concernant le bail, c'est effectivement de voir si on est bien dans un cadre de bail renouvelé et non pas dans un bail dans le cadre d'une poursuite tacite. Tout ça sont des questions qu'en tant que cédant, vous devez finalement anticiper, parce que si l'on fait le lien donc avec la question et les audits d'acquisition qui vont être menés par l'acquéreur et ses conseils, toutes ces questions-là vont venir sur le tapis et autant les avoir préparées en amont et avoir en tout cas rassemblé l'ensemble de la documentation juridique à l'appui de tous ces examens. Juan l'a dit, on est dans un cadre, en principe, si on a bien suivi son conseil, sécurisé par l'accord de confidentialité et sécurisé par la LOI. Donc, en tant que cédant, on va pouvoir transmettre, alors souvent c'est la constitution d'une data room, hein, on va pouvoir transmettre à l'acquéreur l'ensemble de cette documentation qu'on vient là d'énumérer, comptable, juridique, fiscale, sociale, etc., etc. Et ça va être ensuite donc au conseil de l'acquéreur, avec donc, vous voyez, des sujets qui sont très divers, hein, donc souvent il y a plusieurs intervenants dans le cadre de ces audits, qu'on appelle également due diligence, hein. On faisait tout à l'heure référence au terme anglo-saxon qui agrémente le déroulé de l'opération d'acquisition. Là aussi, voilà, souvent vous allez voir passer le terme de due diligence, pour lequel, bien entendu, alors les équipes comptables, juridiques, fiscales et sociales d'Inextinso peuvent intervenir, mais on peut avoir à faire appel à des prestataires externes sur certains audits d'acquisition avec des schémas très spécifiques. Je pense notamment
à l'aspect environnemental avec une analyse des sous-sols. J'ai en référence des dossiers, que ce soit d'activités de garage ou de concession et d'autres activités, par exemple, de traitement des déchets ou d'abattoirs qui vont supposer en termes environnementaux et réglementaires et d'agréments spécifiques un audit relativement approfondi. Tout ça va permettre de conforter ou d'infirmer cette valeur d'entreprise dont Juan vous parlait tout à l'heure en disant qu'elle a déjà, dans une première approche, permis la rédaction de la lettre d'intention. C'est-à-dire qu'en amont de tout ça, l'acquéreur, par rapport à la transmission, notamment et principalement des comptes, a pu faire une approche de valeur. Il n'empêche que ce n'était alors qu'une approche et que ce n'est qu'après ces audits d'acquisition que cette approche peut être effectivement confortée. Donc, ces audits sont vraiment fondamentaux. On voit dans les dossiers, par rapport au calendrier que Juan évoquait tout à l'heure, qui va figurer dans la lettre d'intention, on les voit positionnés à des moments un petit peu différents, suivant j'allais dire, la volonté du vendeur d'ouvrir plus ou moins les informations dont il dispose. Certains vendeurs vont être disposés à ouvrir la data room dès la signature de la lettre d'intention. D'autres vont parfois préférer attendre la signature du protocole. Donc, Juan vous expliquera justement ce qui va figurer dans le protocole et qui va rassurer encore plus le cédant qui jusqu'alors n'aurait pas accepté d'ouvrir un petit peu la documentation. Mais lorsqu'on conseille l'acquéreur, on essaie et on fait le nécessaire pour que la documentation soit transmise au plus tôt, justement pour pouvoir avancer de manière efficace sur la valeur de l'entreprise et la rédaction des différents actes requis pour avancer dans le processus. Parfait. Toujours pas de questions, on continue. 5e question, comment s'engager dans la vente et en quoi consiste un protocole justement de cession? Alors, juste pour peut-être rebondir sur ce que Muriel pouvait vous indiquer, j'insiste vraiment, je permets d'avoir une insistance particulière sur l'audit pré-vente. Vraiment dans la pratique, on se rend compte combien cet audit pré-vente peut être assez déterminant dans le cadre des sessions. Ça permet un déminage de certains sujets qui peuvent ne pas en être du tout si on les prend bien en amont. Et vraiment, là, d'expérience, je tiens vraiment à insister. Tout à l'heure, on évoquait la question environnementale qui se pose de plus en plus, indépendamment des activités qui étaient à l'origine strictement concernées par l'environnement. J'évoque les activités industrielles, etc. Mais l'environnement prend de plus en plus de place dans toutes les activités. Donc, il est important, effectivement, de réaliser un audit de son entreprise pour savoir ce qu'on vend et l'anticiper. Et parce que ça permettra effectivement de conforter la valorisation, ce que Muriel vous indiquait, et surtout de s'éviter de délicates discussions au cours des discussions de cette vente et éventuellement d'éviter de remettre en question l'opération. On en fait souvent l'expérience et vraiment c'est important. Voilà. Je refermais cette parenthèse, vraiment, soyez vigilants là-dessus. En pratique, ça peut paraître coûteux, ça prend du temps, mais en réalité, ça vous fait gagner beaucoup de temps et ça sécurise votre opération. Et ça sécurise aussi l'acquéreur parce que l'audit pré-vente peut aussi être communiqué, le cas échéant, à l'acquéreur pour pouvoir effectivement le rassurer dans son acquisition. Alors, j'en viens à la question comment s'engager dans la vente et en quoi consiste un protocole de cession. Alors, on a déjà, j'ai envie de dire, dans la deuxième question, la réponse à la première. Comment on s'engage dans la vente? On s'est déjà engagé dans les discussions au travers la lettre d'intention, où on s'est calé certains sujets sur lesquels on reviendra plus ou on reviendra encore. Et maintenant, il s'agit de formaliser un petit peu les choses et d'en arriver à l'acte, j'ai envie de dire, socle, finalement, de l'opération, qui est le protocole de cession.
Ce protocole de cession, c'est ce qu'on appelle juridiquement une promesse de cession synalagmatique ou un compromis de vente. Je vous passe le détail juridique, mais c'est vraiment l'élément socle de l'opération qui va reprendre tous les sujets de l'opération. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve en règle générale dans un protocole de cession? Bien évidemment, on va retrouver la désignation des parties, on va retrouver la description de l'entreprise. Et là, dans la pratique, on retrouve des descriptions plus ou moins fouillées de l'entreprise avec des déclarations plus ou moins importantes des cédants. Moi, dans ma pratique, j'ai l'habitude, dans le protocole de cession, de mettre un certain nombre de déclarations du cédant, ce qui permet de protéger davantage l'acquéreur. Et on le verra quand on abordera la gap. Souvent, ça fait un petit peu écho parce que dans la garantie d'actifs et de passifs, vous le verrez tout à l'heure, il y a tout l'essentiel effectivement des déclarations du cédant sur l'entreprise, mais il est intéressant d'un point de vue stratégique et contentieux, quand on est côté acquéreur, sans doute pas côté vendeur, mais côté acquéreur, d'avoir des mentions complémentaires dans son acte de cession. Ça, c'est un aspect plutôt technique, mais je vous livre une petite astuce. Donc, description de l'entreprise. On a bien évidemment le contenu global de l'accord. Dans l'accord, on aura bien évidemment l'évocation du prix. Tout à l'heure, je l'évoquais un petit peu en filigrane. Dans la lettre d'intention, on évoquait un prix estimatif la plupart du temps, fondé sur un prix provisoire, aussi là la plupart du temps, qui va être confirmé ou infirmé par les audits d'acquisition, hein, ou par le niveau des capitaux propres, au niveau de la trésorerie, enfin différents éléments qui vont permettre d'ajuster le prix estimé initialement. On peut prévoir aussi dans le prix de cession, je le disais tout à l'heure, un prix malgré tout global et forfaitaire. Alors ce prix global et forfaitaire, comme son nom l'indique, il va être global et forfaitaire, on ne reviendra pas dessus. C'est un choix aussi des parties, mais c'est une modalité qu'on peut tout à fait adopter. Et puis on a aussi une autre modalité de détermination du prix, c'est envisager un prix qui peut être effectivement forfaitaire au départ, et une partie, on va dire, fixe, et une partie, entre guillemets, qui va être déterminée sur du variable, ce qu'on appelle un complément de prix ou un earn-out, aussi là pour employer des anglicismes. Et je reviendrai sans doute tout à l'heure par rapport à des questions qui ont été posées, mais très rapidement brosser la différence entre un complément de prix et un ajustement de prix. Ajustement de prix, c'est le prix provisoire qui va ensuite être réajusté au moment de l'acte définitif, qui va effectivement être modulé en plus ou en moins en fonction des éléments comptables qu'on aura déterminés. Par contre, le complément de prix, lui, est souvent effectivement fixé sur un variable. Et c'est là la distinction entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans le protocole de cession? Au titre des conditions suspensives, on va retrouver le financement, on l'a évoqué tout à l'heure, et ça fera l'objet, je pense, Muriel, de développement particulier sur l'intérêt d'aller bien aller rechercher son financement. Ça faisait partie d'une des questions qui nous avait été posée. On va purger certains sujets, notamment certains droits qui peuvent avoir été conclus au terme de pacte d'associés, etc. On peut avoir des droits de préférence qui doivent être purgés. On peut avoir, par exemple, si on a des contrats de franchise, etc., d'avoir à renégocier des sujets. On peut avoir à renégocier aussi un bail. D'accord? Ça fait partie parfois des conditions suspensives. On a aussi les audits qui peuvent être placés aussi, les audits d'acquisition en titre de conditions suspensives. Muriel l'évoquait tout à l'heure, on peut avoir des audits qui sont déjà menés bien en amont, avant même la signature du protocole. C'est un choix qui peut être fait, c'est un coût, ou annoncé au moment du protocole de cession, le tout devant être réalisé avant, bien évidemment, la réitération de l'acte. Ensuite, assez classiquement, on va forcément avoir des clauses de transfert de propriété, avec l'aménagement effectivement du transfert de propriété, de jouissance des titres. On va avoir des clauses, au titre des clauses essentielles et déterminantes, de remboursement de comptes courants. Vous savez que quand vous allez céder des titres dans la société, il peut y avoir des comptes courants d'associés. Il faut régler aussi ce sujet. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est un compte courant d'associé. Compte courant d'associé, c'est finalement une créance que l'associé a envers la société. C'est une forme de prêt que l'associé a fait à la société. Il peut se faire rembourser, bien évidemment, ces sommes à tout moment ou selon les modalités qui sont convenues au terme d'une convention de compte courant d'associé. C'est une créance donc de l'associé envers la société. On essaye de traiter les comptes courants d'associés au moment de la cession, mais ce n'est pas une obligation strictement. On peut tout à fait régler cette question ultérieurement, mais il est bon de la traiter en amont. On prévoit aussi une clause de démission du gérant, hein,
enfin en tout cas du dirigeant de la société. On a une clause qui est aussi importante, qui est relative aux déclarations du cédant et surtout à la gestion de la période intermédiaire. Ça, c'est un aspect important. Pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine de la cession, on parle de gestion en bon père de famille. Ici, il est question dans cette clause de gestion de période intermédiaire de s'assurer, à partir du moment où on a signé le protocole de cession et même la lettre d'intention, pour aller même au-delà, de s'assurer que tout ce qu'on a pu avoir comme information, tout ce qui concerne le bon fonctionnement de l'entreprise, on va avoir cette période qui va nous garantir que le chef d'entreprise va poursuivre la gestion de l'entreprise en bon père de famille, en personne raisonnable, suivant les usages habituels de l'entreprise, tenir toujours sa comptabilité comme il la tenait et ne pas prendre de décisions en dehors du cadre normal des affaires, dit-on. On peut prévoir aussi, d'ailleurs, à ce titre, des limitations ou en tous les cas un petit contrôle de la part de l'acquéreur, notamment sur certaines décisions, et on le stipule bien souvent, sans s'immiscer néanmoins dans la gestion du chef d'entreprise, et ça c'est important. Alors, petit focus, hein, pas trop effectivement s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, parce que parfois dans certaines situations, on a des acquéreurs qui sont déjà presque dans l'entreprise sans avoir encore régularisé l'opération. Attention à la gestion de fait. Gérance de fait dans des situations assez particulières. Là, je vous livre des petits cas particuliers qu'on a eu à traiter dans des dossiers contentieux. Alors, on prévoit dans ces clauses le fait que le vendeur, chef d'entreprise, ne pourra pas prendre certaines décisions au-delà d'un certain seuil. Ça nous permet effectivement, parce qu'on va être l'acquéreur de l'entreprise, que le vendeur ne s'engage pas sur certaines opérations qui pourraient ne pas être en cohérence avec notre stratégie à venir. Et donc là, on a un petit contrôle pendant cette période de gestion intermédiaire sur l'entreprise et savoir comment les choses se déroulent. On peut avoir différentes communications qui sont prévues, notamment au titre de la gestion du carnet de commandes, de ce qu'on a dans le pipe, etc., pour permettre de rassurer l'acquéreur sur le bon fonctionnement de l'entreprise, surtout sur le plan commercial. Ensuite, on a ce qu'on appelle la clause de non-concurrence. Hein. Je pense que tout le monde connaît ce qu'est une clause de non-concurrence, qui est là aussi important, qu'on va graduer en fonction effectivement de l'opération. On a une clause d'information des salariés. Souvent, ça nous revient, ça, dans les opérations. On sait qu'on a une obligation d'informer les salariés quand on cède son entreprise. Les informer ne veut pas dire avoir l'accord des salariés, c'est-à-dire délivrer une information sur le projet de cession. Donc, on informe les salariés souvent par une lettre qu'on adresse aux salariés. On peut aussi le faire par le biais d'affichage au sein de l'entreprise avec un système qui vous permet aussi de recueillir la bonne information et puis la position des salariés. Donc, vous allez informer les salariés de la cession de votre entreprise. En disant, voilà, vous projetez de vendre votre entreprise dans telles conditions. Et finalement, vous les invitez à savoir si ils entendent, le cas échéant, se porter acquéreur. Alors, ce n'est pas une obligation si les salariés avaient l'idée de se porter acquéreur, d'accepter néanmoins de poursuivre les discussions. C'est une information que vous devez. On a un délai légal, effectivement, de 2 mois à respecter. Alors, c'est quoi la sanction si on ne respecte pas ce délai? Elle est somme toute assez relative. Elle était au moment où cette information s'est imposée au niveau législatif. Elle imposait effectivement une sanction de nullité. Les législateurs se sont rendus compte que c'était compliqué dans le cadre des opérations de se retrouver dans des situations où on devait annuler une vente parce qu'on avait oublié de délivrer cette information. Le législateur est revenu sur cette sanction pour finalement présenter une sanction qui est de l'ordre plutôt indemnitaire, qui n'excède pas 2% du prix de cession. Et le salarié qui estime effectivement avoir subi un préjudice devra établir son préjudice s'il entend être indemnisé du défaut d'information. Donc voilà, c'est une obligation certes, et il faut effectivement la respecter autant que faire se peut, mais à relativiser néanmoins au regard de la sanction. Et puis aussi dans le protocole, on prévoit de rappeler bien évidemment la question de la garantie d'actifs et de passifs. On va avoir à discuter et signer en termes de projet, en tous les cas annexé au protocole de cession. Ça, c'est important. On y viendra sans doute après. Ça fait partie, j'imagine, des développements et d'une des questions qui étaient posées. Mais la garantie d'actifs et de passifs, généralement, on fait un projet qu'on va annexer au protocole de cession. De cette manière, les choses sont négociées, sont discutées. Le projet, il est là, il est figé. Il peut être modifié à la marge, notamment en fonction des audits qu'on pourra être amené à réaliser.
et ensuite être réitéré au moment de la session définitive. Voilà, grosso modo pour l'essentiel des clauses et des éléments sur lesquels on peut attirer votre attention sur le protocole de session. Je vais pas m'appesantir, sauf si vous avez des questions plus particulières. OK. On passe à la question prochaine. Il nous reste 20 minutes. Comment sécuriser l'acquéreur sur l'opération? Bon, j'ai compris le message, Myriam. On va essayer d'être synthétique, mais encore une fois, c'est ce qu'on vous disait en préambule, hein, c'est un vaste sujet. Alors, la sécurisation de l'acquéreur, bah, c'est exactement ce que Rohan vient d'expliquer à la fin de son exposé. Ça va être la mise en place de cette garantie d'actifs et de passifs qui a, j'allais dire, justement pour vocation de sécuriser l'acquéreur par rapport à un aléa qui surviendrait et qui serait connu postérieurement à l'acquisition, mais ayant trait à la gestion du cédant. Donc, cette garantie d'actifs passifs, c'est un document juridique pour le coup relativement dense, très technique, qui suppose, j'allais dire là de façon certaine, le recours à un professionnel. On ne peut pas rédiger une garantie d'actifs et passifs si on n'est pas un professionnel du droit, c'est certain. On a vu dans les précédents exposés qu'on allait mener donc des audits qui vont permettre d'identifier les zones de risque, les zones de difficulté. La GAP, donc garantie actif passif, elle va synthétiser dans un document l'ensemble des déclarations, c'est le premier gros chapitre en fait de la GAP, ce sont des déclarations du cédant qui prend une casquette à ce moment-là de garant. Hein. On parlait tout à l'heure de cédant et de cessionnaire, donc de vendeur et d'acquéreur. Pour la GAP, on va parler de garant et de bénéficiaire. Le garant n'est pas obligatoirement l'ensemble des cédants. Marc, On a vu tout à l'heure que... tu veux... Non, mais attends, je ouvrir ton micro. Pardon. Merci. Merci. On a vu donc tout à l'heure qu'il pouvait y avoir pluralité de cédants avec des minoritaires hein, qui peuvent être justement à gérer aussi dans le cadre de la préparation d'une cession. Les garants ou le garant peut se limiter aux chefs d'entreprise, associés et animateurs de la société. Donc là aussi, il va y avoir une discussion dans la négociation entre cédant et cessionnaire pour savoir qui est le garant. De la même manière, j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'une cession via une structure holding, hein, qui serait l'associé de la société cible. À ce moment-là, l'acquéreur aura tout intérêt dans la GAP à prévoir que la disparition de la structure holding cédante et donc garante puisse être sécurisée par un étage supplémentaire qui est le transfert de la garantie sur la tête de l'animateur personne physique de la structure holding pour que dans la durée, cette garantie puisse jouer de manière tout à fait sécurisée. Donc, comme je le disais, les premiers chapitres de la garantie actif-passif, c'est du déclaratif. On va reprendre, et je vois que l'heure tourne, donc je vais raccourcir un petit peu mon propos, mais on va reprendre tout ce qui concerne la société avec des éléments déclaratifs où le cédant va dire, bah voilà, moi je déclare que là tout est conforme, je déclare que là j'ai bien fait le nécessaire, ou bien je déclare que j'ai tel litige, telle difficulté, etc. Et donc là, c'est la transparence. Qui doit, j'allais dire, régir un petit peu ce déclaratif. On va avoir ensuite une partie de chapitre sur la procédure de mise en jeu de la GAP. Ça, c'est très important. Là, après donc, cette notion de transparence, c'est la notion de contradictoire. La mise en jeu de la GAP, elle va supposer des informations réciproques, vérifiables, pour que la partie garante puisse argumenter
et comment dire, prendre en main le litige qui surviendrait, par exemple, lors de une mise en cause par l'administration fiscale ou l'administration sociale de certaines options ou certains choix qui auraient été faits par la société au moment de la gestion du cédant. Le dernier gros chapitre de la GAP, c'est le plafond et la franchise ou le seuil de déclenchement. C'est-à-dire qu'on va limiter de manière chiffrée l'étendue de la garantie qui va être conférée. Alors, il y a des usages, hein, il n'y a pas de règle, ce n'est pas une disposition légale ou réglementaire, ce sont des usages. Le plafond de la GAP varie, on va dire, entre 10 et 30%. Alors voilà, il peut y avoir des spécificités régionales, mais grosso modo, retenez un peu cette fourchette. Et puis, la discussion, elle porte ensuite sur est-ce qu'on met une franchise ou est-ce qu'on met un seuil de déclenchement. La franchise permet à ce moment-là un déclenchement au-delà du montant défini, alors que le seuil de déclenchement permettra de revenir au premier euro à partir du moment où le seuil est atteint. Voilà, j'allais dire de manière synthétique ce qu'il faut retenir par rapport à la GAP, sachant que Juan va développer rapidement un complément à la GAP qui est la garantie de la garantie. Alors, question 7. Comment sécuriser l'acquéreur contre l'insolvabilité du garant? Oui, tout à fait, comme Muriel l'indiquait, oui, très rapidement. Je vais faire je prolonge effectivement. On vous a dit effectivement la garantie d'actifs et de passifs, elle est censée effectivement sécuriser l'acquéreur, c'est très bien. On vous a dit effectivement que dans les usages, on pouvait la moduler entre 10 et 30%, bien ou moins bien négocié. Alors, on a cette garantie d'actifs et de passifs qui effectivement sur le plafond qui a été effectivement consenti, qui est censé effectivement sécuriser l'acquéreur en se disant si je découvre un passif qui n'avait pas été déclaré ou une dépréciation de mon actif, je dois me faire garantir effectivement par le garant, dans la limite effectivement prévue par la GAP, des montants de dépréciation de l'actif ou de passifs nouveaux qui se seraient effectivement qui seraient apparus. Alors, c'est bien, c'est prévu, c'est au contrat. Sauf que la difficulté, c'est on a garanti, je ne sais pas moi, 500 000 au titre de la garantie d'actifs et de passifs. C'est très bien, mais est-ce que l'acquéreur est solvable? Est-ce que le garant, pardon, pas l'acquéreur, excusez-moi, est-ce que le vendeur garant est solvable? Alors, comment sécuriser à ce moment-là l'acquéreur? C'est le principe, effectivement, de ce qu'on appelle la garantie de la garantie. Alors, ça fait un petit peu ceinture et bretelle, mais c'est ça. En fait, votre garantie d'actifs et de passifs, elle est stipulée, mais néanmoins, pour sécuriser l'acquéreur, on va stipuler une garantie sur cette garantie. Et ça se traduit par différentes modalités, et je vais les esquisser très rapidement. Ça passe du séquestre, c'est-à-dire une somme qui peut être séquestrée sur un compte, par un avocat, par une banque, par un notaire, par un huissier, etc., qui va effectivement garantir un certain montant de la garantie d'actifs et de passifs. On peut effectivement garantir cette garantie d'actifs et de passifs au travers aussi d'une caution bancaire, hein, que je pense tout le monde connaît un petit peu. Et troisième possibilité la plus courante, hein, parmi les plus courantes, il y en a d'autres, hein, la garantie à première demande. Alors, les différences entre ces trois modalités. Bon, le séquestre, vous l'avez compris, c'est une somme, elle est bloquée. Suivant certaines conditions, on la débloque. Et là, on peut effectivement discuter des modalités de déblocage. Je vais me concentrer sur la caution et la garantie à première demande parce que c'est important de bien les distinguer. La caution, tout le monde a un peu pratiqué la caution, entre guillemets, de près ou de loin, caution solidaire. C'est en réalité, on se garantit un débiteur complémentaire du débiteur initial. Si jamais le débiteur initial ne peut pas payer, on va aller voir la caution, qui est souvent une caution bancaire, donc le banquier qui a délivré sa caution sur tel montant, pour se faire payer au titre effectivement de la dépréciation de l'actif ou du nouveau passif qui est apparu.
À la différence de la garantie à première demande, la caution, la difficulté que vous allez éprouver, c'est que le banquier va souvent vous dire oui, d'accord, ok, très bien, vous mettez en jeu la caution, sauf que je dois interroger le débiteur pour savoir si ce que vous m'avancez est vrai ou s'il n'a pas effectivement des causes d'opposition à paiement. Et le banquier aura la possibilité de vous opposer pour ne pas avoir à payer, à exposer la caution, des contestations de la part du débiteur sur l'opération. À la différence de la garantie à première demande, qui est la garantie par excellence, si vous obtenez cette garantie à première demande, souvent qui est délivrée par une banque là aussi, la différence de la caution, c'est que la garantie à première demande, vous allez pouvoir directement écrire au banquier et lui dire, voilà, on me doit autant, je n'ai pas été payé, merci de me payer sur tel montant pour telle et telle cause. Et le banquier ne discute pas, le banquier paye. Et après, effectivement, le banquier s'en dénoue effectivement avec le débiteur principal. Donc, il y a une gradation dans les garanties, du fait même effectivement des conditions et des contestations qui peuvent être opposées, le cas échéant, aux bénéficiaires. Donc ça, c'est la contre-garantie, garantie de la garantie. Voilà. Je voulais attirer votre attention sur ces différents types de garanties. À privilégier la garantie à première demande, ce n'est pas toujours facile de l'obtenir. Ça a un coût, comme la caution, ça a un coût. Mais voilà, suivant qu'on se place côté vendeur ou côté acquéreur, on a bien évidemment intérêt à prendre plus ou moins la garantie à première demande ou la caution. Voilà, je referme la parenthèse. Question 8. Comment gérer la recherche de financement? Oui, donc là, on a signé le protocole, on a paraphé les annexes dont la GAP, dont on vient de parler, et on va devoir, en tant qu'acquéreur, commencer, ou si on ne l'a pas déjà fait, en tout cas, prendre les rendez-vous bancaires. On voulait quand même faire un petit focus là-dessus parce que ça suppose aussi de constituer un dossier. Ce dossier, il est donc bien sûr constitué du protocole qui vient d'être signé avec ses annexes. Il est constitué également de tout le business plan qui a dû être préparé par rapport au montage financier, donc avec l'expert comptable qui accompagne l'acquéreur. Et ça va amener à réfléchir aux différents financements. Il y a le financement bancaire dont on vient de parler, mais il peut y avoir aussi pour le repreneur la possibilité d'obtenir des aides qui peuvent être des aides de collectivité, etc. Donc, il faut pouvoir interroger les différents réseaux d'aide, souvent qui ont une implantation territoriale. Nos équipes Point C accompagnent les clients sur cette partie de recherche de financement et d'aides diverses et variées pour pouvoir monter l'ensemble du dossier de financement. Il peut y avoir aussi là l'approche avec un fonds qui, suivant la nature des opérations et surtout, bien sûr, pour des plus grosses opérations, peuvent être intéressés pour entrer en tant que minoritaires dans le cadre d'une opération. Sans parler, bien sûr, de BPI, qui maintenant, je pense, est connu de tous, pour pouvoir à la fois sécuriser en termes de caution les opérations, mais également parfois aussi en termes de financement. Pourquoi on a fait le focus là-dessus? C'est vraiment que cette recherche de financement, elle va être encadrée aussi par le calendrier qui a été défini et réitéré dans le protocole. C'est la condition suspensive, souvent maîtresse du dossier. Et donc, l'acquéreur doit, dès la signature du protocole, se lancer dans cette recherche. Je complète par un élément. Le dossier suppose, j'allais dire dans 99% des cas, la constitution ou en tout cas l'existence préalable d'une structure holding qui va porter le financement. Donc, si elle n'existe pas, il va falloir la constituer. En tout cas, le projet de statut fait également partie du dossier à déposer auprès des banques. Et donc, là aussi, on est dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir réfléchi au montage capitalistique de la structure holding de reprise pour pouvoir vraiment déposer un dossier complet auprès des banques. On vous demandera le protocole qu'on a évoqué tout à l'heure. Le banquier ne manquera pas de vous demander le protocole de cession. Il nous reste 5 minutes.
4 minutes même. Comment finaliser la vente? Alors, la vente, c'est ce que Rowan a expliqué et ce qu'on vient de dire, hein. Les conditions suspensives sont-elles levées? Oui, si elles sont levées, à ce moment-là, on va pouvoir passer à la réitération. Donc, je ne vais pas revenir sur la nature des conditions suspensives qui sont diverses. Rowan vous les a énoncées. La réitération de la vente, elle va supposer la rédaction d'une documentation juridique, plus ou moins lourde d'ailleurs, puisque l'essentiel du dossier est déjà porté dans le protocole. Mais on va avoir des actes réitératifs, notamment quand on n'a pas un prix forfaitaire, hein. Rowan évoquait tout à l'heure les compléments de prix divers et variés qui peuvent être prévus. À ce moment-là, on va avoir un acte réitératif suivi même ultérieurement d'un arrêté de prix définitif. Donc, ce sont des actes juridiques qui vont venir parachever l'opération. Il y a en matière fiscale aussi donc un enregistrement à faire qui peut se faire via des CERFA, hein, des formulaires CERFA de cession, mais également directement par l'enregistrement de l'acte de cession. La GAP est alors signée de manière définitive, je dirais, et parfois presque définitive, dans le sens où on peut avoir des comptes de cession qui vont devenir les comptes de référence de cette GAP, et par définition, ces comptes de cession ne pourront être établis qu'après la date de cession, et donc viendront amender la GAP signée par donc complément de ces comptes de cession qui seront finalisés ultérieurement. Voilà, j'allais dire sur cette partie-là. Si je peux me permettre un petit élément intéressant sur, Oui. tu parlais tout à l'heure de l'enregistrement du prix de cession et à la notion de complément de prix. Juste peut-être indiquer à ceux qui rencontrent peut-être le sujet, quand on a un complément de prix, on va enregistrer, faire un premier enregistrement effectivement du prix qui a été stipulé dans l'acte réitératif. Et puis ensuite, on va percevoir un prix qui peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, suivant ce qu'on a prévu dans la clause de earn-out, complément de prix. Et donc, on va devoir procéder à des enregistrements complémentaires et l'enregistrement et les droits seront perçus à la perception du prix. J'attire l'attention de chacun sur un aspect plutôt technique, c'est qu'il y a un arrêt de la Cour d'appel administrative, alors j'ai oublié de quelle cour administrative il s'agissait, qui remet un petit peu en question le principe en indiquant que la perception du droit d'enregistrement est déterminée en fonction du critère de déterminabilité du prix. Donc, voilà, donc il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, dès lors que l'administration fiscale considère que dans la rédaction de l'acte de cession définitif, en fait, on n'est pas sur un complément de prix avec quelque chose qui n'est pas déterminable à un instant T, on va considérer que c'était du prix déterminable et donc avec un enregistrement qui devait être fait à ce moment-là. Bon, voilà, donc c'est petit aspect technique. Autre question que je vois qui s'affiche. Question 10, une fois la session réalisée, à quoi faut-il faire attention ensuite? Les points d'attention, c'était notamment le calendrier qui suit la session, hein, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a signé et ne pas croire qu'une fois que l'acte est signé, tout est terminé, puisque la preuve, on vient de le décrire à l'instant, il peut y avoir des opérations dans le temps qui suivent la session. Le point là, c'était également de dire que la session a pu prévoir un accompagnement par le cédant du cessionnaire et il faut que ce temps se passe le mieux possible. Alors, souvent, nous, on conseille de ne pas inscrire un accompagnement sur un temps trop long. D'expérience, on se rend compte que parfois, il peut y avoir des difficultés, même si les parties insistent des fois sur des calendriers. Le point d'attention va être sur la nature de cet accompagnement qui peut être monté de différentes façons, via un contrat de prestation, via du mentorat dans certains cas. On a parfois aussi des contrats de travail. On a, nous, j'allais dire, des réserves sur cette troisième modalité. On ne va pas pouvoir rentrer là dans le détail. Donc, c'est vraiment pour vous dire qu'il existe diverses possibilités qui peuvent répondre aux différents schémas
qui existent, mais encore faut-il bien les mesurer. Vous avez vu qu'à chaque fois, on a essayé de vous présenter les différentes options qui s'ouvraient face à une question, mais pour bien choisir et choisir la meilleure, il n'y en a pas qu'une. Il faut pouvoir bien échanger avec votre conseil pour ne pas commettre un impair. Voilà, j'allais dire sur cette question numéro 10. Et dernière question, quels sont les principaux sujets de contentieux et quels sont les moyens à disposition pour les résoudre? Alors, là, ça fait un petit peu le lien avec ce que Muriel vous disait, et je vais peut-être compléter un peu le propos parce que c'est important. Quand il y a cet accompagnement, elle vous le disait tout à l'heure, il faut éviter que cet accompagnement soit trop long, mais il faut profiter de cet accompagnement pour poser le maximum de questions, recueillir le maximum d'informations, obtenir l'ensemble des documents, parce qu'on se rend compte en pratique, ah bah oui, les documents sont aux sièges sociaux, mais oui, non, pas forcément. Et donc, on a l'ex-dirigeant et associé sans doute la plupart du temps majoritaire sous la main, donc autant effectivement utiliser et employer cette présence à toutes fins utiles et surtout pour anticiper au plus vite les cas de figure qui peuvent se présenter très vite sur le plan commercial, sur le plan juridique, sur le plan fiscal, social, etc. Et point d'attention très particulier qui va faire le lien avec la garantie d'actifs et de passifs, c'est dès que vous avez constaté une difficulté quelconque, une contestation, que vous recevez une notification de l'administration fiscale, etc., la GAP, si elle est bien rédigée, et elle le sera parce que vous serez accompagné pour ce faire, vous précise les délais pour pouvoir déclencher la garantie d'actifs et de passifs. Attention, ces délais sont parfois très courts, surtout quand ils concernent effectivement les contentieux fiscaux. Ce sont des délais raccourcis compte tenu des délais en la matière. Ensuite, vous avez des délais qui sont un peu plus longs sur le plan contractuel si vous découvrez effectivement certains passifs. Mais soyez très vigilants dès que vous rentrez dans l'entreprise. Je sais que vous allez être effectivement aux manettes. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, soyez vigilants, surtout quand vous allez découvrir des petites difficultés, parce que vous avez des délais pour pouvoir engager cette garantie d'actifs et de passifs. Alors, vous n'êtes pas forcément perdu suivant comment vous avez rédigé aussi votre garantie d'actifs et de passifs si vous ne déclarez pas dans les délais auprès de votre garant. Mais soyez très vigilants, parce que c'est là le point essentiel des contentieux, c'est l'engagement de la garantie d'actifs et de passifs. Les délais respectés ou pas respectés, comment ça a été stipulé. Alors après, on aura tout à fait la possibilité de se retourner sur d'autres moyens de droit, mais je n'ai pas le temps de les évoquer ici. Et je ne sais plus quelle était la fin de la question parce que Myriam me l'a enlevé. Les moyens à disposition, alors oui, quand vous avez découvert effectivement qu'il y a une difficulté, vous le notifiez à votre garant, bien évidemment, tel que la GAP le prévoit. Ensuite, en bon professionnel, même si je fais du contentieux, je conseille bien souvent de tenter l'amiable. L'amiable, ça veut dire vous transigez entre vous. Et plus souvent, et il faut employer cet usage, là je prêche pour ma paroisse, d'aller voir votre avocat qui peut, avec le secret professionnel et la confidentialité des échanges, pouvoir transiger dans de bonnes conditions. Et donc, on a aussi la possibilité d'employer la médiation ou la conciliation. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, si tout ça, ça ne fonctionne pas, bien évidemment, on va devant le juge. Et on résout la difficulté par le biais des tribunaux. Voilà. Ok, parfait. Est-ce que vous avez des questions pour cette fin d'émission? Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Pour ma part, je vous invite à vous inscrire au prochain direct du droit. Vous avez les 3 prochains jusqu'en mars qui sont affichés sur votre écran. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez recevoir, suite à cette émission, un mail avec le lien vers le replay et les contacts des intervenants. Donc, n'hésitez pas aussi à les recontacter si besoin pour des questions complémentaires. Et puis, moi, nous vous disons merci d'avoir participé et nous avoir écoutés jusqu'au bout. Voilà. Merci de votre attention. Bonne journée à tous.